Vincent, Alors, bonjour à tous et à toutes. L'événement va commencer dans quelques minutes. On laisse simplement le temps à tout le monde de se connecter. Donc, merci de votre patience et nous serons avec vous dans quelques minutes. Alors, bonjour et à toutes, à tous et à toutes. Mon nom est Esther Bégin, je suis chef d'antenne à CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble, et je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième édition de l'événement Alpha Réussite qui est organisé par la Fondation de l'alphabétisation. Ça me fait vraiment grand plaisir d'être avec vous ce matin pour animer cet événement, pour animer en fait cette conversation sur un sujet que je considère absolument crucial pour l'avenir de notre société. En fait, ce qu'on va faire ce matin, ce dont on va se préoccuper principalement, ce sont des enjeux de littératie dans les grands centres urbains, dans les villes du Québec. On va s'intéresser aux indices de grande vulnérabilité qu'on retrouve dans plusieurs villes du Québec et surtout, on va se demander comment on peut briser ces spirales de grande vulnérabilité. Je vous explique un peu le déroulement de la prochaine heure. En fait, c'est assez simple. On va d'abord et avant tout vous présenter une étude et par la suite, on va discuter des données de cette étude, des résultats de cette étude avec notre panel d'invités. Très important pour les gens qui nous écoutent, si vous avez des questions pour les invités, pour l'auteur de l'étude, je vous invite à les inscrire au fur et à mesure dans le chat du webinaire parce qu'à la fin de l'événement, une dizaine de minutes avant de conclure, on a une période réservée pour les questions des internautes qui nous écoutent ce matin. Donc, avant de démarrer l'activité comme telle, j'invite M. André Huberdeau, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation de l'alphabétisation, à vous adresser la parole. Alors, M. Huberdeau, on vous écoute. Merci beaucoup, Esther. Écoutez, merci à tous et à toutes d'être là ce matin. C'est un sujet extrêmement important. Nous, à la Fondation, on existe depuis à peu près une trentaine d'années. Et à chaque fois, lorsqu'on parle d'alphabétisation et des problèmes liés à l'alphabétisation, il y a beaucoup de gens qui ne nous croient pas. Alors, avec une étude comme celle d'aujourd'hui, on est capable de bien cerner cette problématique-là et aussi de cerner dans toutes les régions du Québec
et même dans certains quartiers de Montréal. Et c'est à cet égard-là qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute avec les panélistes, puis aussi avec vous, du public, des stratégies qu'on devrait mettre en place pour aider cette situation-là. Quand on regarde l'impact d'une meilleure alphabétisation au Québec, on parle non pas en milliers de dollars, mais un impact sur le PIB en millions et même en milliards de dollars. Remettre en marche les gens au niveau de la santé, au niveau social et au niveau aussi économique, c'est extrêmement important au Québec, surtout avec ce qu'on vit présentement. Alors, je vous souhaite une bonne présentation, des bonnes questions et surtout des bonnes discussions entre nos panélistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Huberdeau. On va sur ce passer à la présentation de l'étude qui va justement nous servir de base à cette discussion ce matin. Cette étude nous sera présentée par Pierre Langlois. Pierre est vice-président au sein de la firme nationale. Il détient une formation en mathématiques actuarielles. Il compte une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine économique et des affaires publiques. Pierre Langlois a aussi œuvré auprès de plusieurs ministères à titre de conseiller économique. Il se spécialise, entre autres, en accompagnement aux organismes de développement économique local et en investissement stratégique. L'étude de Pierre, que Pierre a réalisée s'intitule « Aperçu d'un indice de grande vulnérabilité dans plusieurs villes du Québec ». Alors, Pierre Langlois, on vous écoute. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran pour que tout le monde puisse suivre la présentation via PowerPoint. Alors, ça devrait fonctionner. Est-ce que ça fonctionne? Je pense que oui. Excellent. Excellent. Alors voilà, alors c'est une nouvelle étude qu'on vous livre aujourd'hui qui vient un peu lier deux phénomènes. Alors, c'est celui de la littératie, des enjeux de littératie au Québec, mais également celui de la sécurité du revenu. Donc, la fusion de ces deux concepts de sécurité du revenu et de littératie, donc d'une pauvreté économique et d'une pauvreté sociale. Alors, quand on fusionne ces deux concepts-là, mais ça donne naissance à une nouvelle notion, une notion qui est plus élargie dans la littérature économique, qui est celui de la vulnérabilité. Alors, et donc, on a voulu vraiment focusser concentrer cette étude-là sur des répondants qui ont à la fois donc ces enjeux de littératie, de sécurité du revenu, mais qui répondent également à certains paramètres au niveau de leur cheminement scolaire. Donc, d'où vraiment une concentration et donc la construction de cet indice de grande vulnérabilité. Peut-être quelques retours sur les précédents événements Alpha Réussite. Hein, c'est le quatrième qu'on présente aujourd'hui. Donc, le premier qui était peut-être plus une perspective macroéconomique. M. Huberdeau en parlait en introduction, où on faisait un peu le calcul, l'estimation de l'impact économique de cette performance du Québec en matière de littératie qui est sous la moyenne canadienne, qui est à 7 points d'écart des résultats de l'Ontario. On se disait, mais quel serait l'impact si le Québec rattrapait, par exemple, les résultats ontariens en matière de littératie, de 7 points de pourcentage? Et l'impact, il est immense. Hein? C'est un impact économique de l'ordre de 5 milliards de dollars par la simple corrélation que plus un répondant a une meilleure performance en littératie, mieux son espérance salariale est, évidemment, en découle ensuite tous évidemment, les impacts fiscaux et parafiscaux qu'on peut penser. Alors, ça a été Alpha Réussite 1, une mise à jour de cette étude de Alpha Réussite 1 dans Alpha Réussite 2, mais surtout un élargissement de notre échantillon, de notre spectre d'études, parce que l'évaluation internationale qui vient mesurer ces résultats du Québec en littératie, mais aussi dans les autres compétences de base que sont la numératie et la résolution de problèmes, se concentre sur les 16 à 65 ans. Et donc, ça vous met tout le côté des aînés. Et en faisant certaines projections, on était capable d'essayer de cerner qu'est-ce que cette problématique veut dire pour les 65 ans et plus. Et c'est 1 million en réalité, chiffre assez rond, là, 1 million de répondants au Québec âgés de plus de 65 ans qui ont des enjeux de littératie, donc qui se placent sous le fameux niveau 3 des 6 échelons, parce qu'il y a un échelon 0 inférieur en littératie. Et le plus récent, c'est-à-dire celui d'octobre dernier, où là, on s'est posé la question, mais tous ces répondants qui ont des enjeux en littératie au Québec, donc nos 53 % de répondants qui ont des enjeux en littératie au Québec, où se situe-t-il? Est-ce que c'est homogène, cette distribution géographique des répondants? Et la réponse était non. Donc, dépendamment des régions administratives, des MRC, selon certains facteurs industriels, socio-économiques et démographiques,
mais il y avait des MRC, des régions administratives qui faisaient mieux que d'autres. Alors, l'impact du milieu économique, du milieu industriel et le facteur d'éloignement étaient des éléments à considérer dans la compréhension des résultats du Québec en littératie. Mais derrière ces résultats géographiques d'Alpha Réussite 3, se cachait un peu la question des villes. Les villes performaient mieux que les régions administratives. On peut penser que la présence, évidemment, des grands pôles universitaires dans les grandes villes québécoises, évidemment, était un élément considéré dans ces meilleurs résultats des villes. Aussi, toute la question des emplois de service. Et donc, vous voyez que, par exemple, pour Montréal, on était à 48 pour l'agglomération de Longueuil, à 49 donc on était vraiment sous cette moyenne de 53 des répondants sous le niveau 3. Donc, on était dans une zone un peu meilleure, mais ça cachait certains sous-entités urbaines ou quartiers ou arrondissements qui, eux, avaient des résultats qui étaient moins intéressants. Par exemple, Montréal-Nord, où on était à 60 des répondants qui n'atteignaient pas le niveau 3 en littératie, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles à 56,7 Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment expliquer ce phénomène de certaines entités urbaines qui n'arrivent pas à suivre la moyenne de leur ville en matière de résultats de littératie. Et donc, la réponse à tout ça, c'est évidemment, ça dépend beaucoup c'est un phénomène en réalité urbain, de pauvreté urbaine. Donc, contrairement aux résultats de certains MRC que je viens d'expliquer, où ce sont davantage le milieu économique, le facteur d'éloignement, la démographie, mais pour ces quartiers-là, ce n'est pas du tout le même argumentaire, le même rationnel qui explique ces résultats. C'est vraiment un phénomène de pauvreté, de précarité, évidemment, des revenus. Et donc, il y a une espèce de spirale qui s'installe où le phénomène de pauvreté économique et de pauvreté sociale que nous, on mesure par ces résultats littératie s'alimentent l'un l'autre. Alors, évidemment, un ménage ou un individu qui n'arrive pas ou qui a difficulté à répondre à ses besoins financiers mois après mois, mais c'est certain que ces gens-là n'ont pas le temps, l'énergie, l'état d'esprit de se lancer dans des programmes de requalification de leurs compétences de base qui pourraient mener à d'autres programmes de requalification professionnelle. On est vraiment dans des paramètres qui sont différents. Et donc, ce sont deux phénomènes qui s'alimentent et qui donnent cette spirale de la grande vulnérabilité qui est l'addition, comme j'expliquais, cet indice de grande vulnérabilité, cette addition de pauvreté économique et pauvreté sociale. Et c'est ça qui donne dans la littérature économique le phénomène de trappe de pauvreté. Une trappe de pauvreté, c'est quand un individu est dans une situation de grande précarité et que seule une aide externe peut faire en sorte qu'on puisse s'en sortir ou améliorer évidemment son sort. Alors, au niveau méthodologique, également, ce qu'on a fait à partir des données qu'on a au niveau de la MPC, la mesure du panier de consommation, cette nouvelle mesure, si vous voulez, là, de calcul de ce qu'on appelait à l'époque le seuil de pauvreté. Alors, de façon intéressante, cette MPC, on est capable d'avoir des données par niveau scolaire. On a nos données de littératie par niveau scolaire, donc le croisement devient assez simple à faire lorsqu'on projette les deux phénomènes par répondant par niveau scolaire et ensuite, finalement, on embarque la géographie à cet égard-là. Donc, quand on croise toutes ces données-là, on arrive à un résultat que tout près de 400 000 Québécois qui sont donc à la fois en situation de faibles revenus et évidemment à la fois en situation d'enjeu de littératie, donc sous notre fameux niveau 3 de littératie. Alors, c'est 400 000 Québécois, 399 128 pour être plus précis, mais ça représente essentiellement 6 de la population 15 ans et plus pour les données de 2016. On aura les données de 2021 du recensement dans les prochains mois. Il y a une séquence de dévoilement des nouvelles données de recensement qui est programmée, mais on n'avait pas encore accès à ces données au moment de compiler nos indices. Alors, quand on compile tout ça par zone géographique, bien là, vous voyez un peu le caractère un peu plus hétérogène de ces résultats. Donc, pour Montréal, par exemple, vous voyez qu'il y a certains quartiers qui contrastent. Évidemment, je parlais de Montréal-Nord tout à l'heure. Vous voyez Montréal-Nord qui est à 12,8 de ses répondants qui à la fois n'atteint pas le niveau de revenu de la MPC et le niveau 3 en littératie. Alors, on s'est fait un petit code de couleur que vous avez juste en haut. Donc, en situation rouge, donc on est en haut de la moyenne québécoise. La moyenne québécoise était à 6 on vient de le voir. Donc, tous les indices qui sont supérieurs à 7,5,
on les a codifiés rouges. Les indices entre 4,5 et 7,5, on les a codifiés orange. Et sous la barre des 4,5, on est dans une zone verte. Alors, vous voyez pour certains arrondissements de Montréal, situation un peu plus homogène, par contre, pour l'agglomération de Québec, où un seul, ce n'est pas les arrondissements, c'est un agrégat d'arrondissements de zones urbaines. Donc, pour le quartier Beauport, Limoilou, on est davantage à 7,58 %, alors que d'autres quartiers comme Charlebourg, Saint-Charles, vous les voyez à l'écran, Sainte-Foy, Sillery, on est davantage dans une zone verte. Si je continue, voilà. Donc, d'autres grandes villes, Gatineau, Laval. Donc, assez homogène également, Gatineau, un peu moins intéressant, mais par un point de pourcentage pour le secteur Hall-Elmer. Laval, qu'on a partagé là, en quatre zones géographiques, nord, sud, est, ouest. C'est vraiment le centre-nord où on a davantage de difficultés au niveau de nos répondants qui sont en situation de grande vulnérabilité. Et Longueuil, donc l'agglomération de Longueuil qui comprend évidemment les villes reconstituées que sont Boucherville, Saint-Bruno, Saint-Lambert et Brossard. Mais le secteur Charlemagne, donc c'est les anciennes villes, là, pour ceux qui connaissent un peu le secteur là, de Greenfield Park, Le Moine, là, on se retrouve en situation rouge, donc avec un score, un indice de 7,7 %. Ensuite, on a élargi, parce qu'évidemment, ce sont nos grandes villes québécoises, mais il y a également tout ce concept des cités régionales. Donc, on s'est sorti, vous verrez dans l'étude, un échantillon de 49 villes qui sont les plus populaires du Québec, mais également certaines cités régionales, donc qui occupent des villes qui occupent un peu de la fonction de chef-lieu dans certaines régions administratives. Donc, là aussi, vous voyez un peu les résultats. J'attire votre attention. Donc, tout ce qui est ville de banlieue, de couronne, comme vous voyez, comme Blainville à 2 %, Boucherville. Alors là, on a des résultats qui sont assez intéressants, évidemment, qui s'expliquent par ce sont des populations plus jeunes. Évidemment, le phénomène de pauvreté urbaine touche moins des villes comme Boucherville et Blainville qu'évidemment Montréal-Nord ou le quartier Saint-Michel à Montréal. Donc, on voit vraiment le contraste là, entre les couronnes et les grandes villes que sont Montréal et Québec. Même phénomène pour les villes de banlieue, disons, plus anglophones comme Dollard-des-Ormeaux et Pointe-Claire, qu'on verra à la prochaine diapo. Mais quand même, certaines cités régionales comme Joliette à 13 %, La Chute à 12 % du côté Argenteuil des Laurentides, Matane. Alors, il y a quand même de ces cités régionales qui répondent un peu aux mêmes paramètres que les très grandes villes québécoises. Je poursuis. Donc, vous voyez un autre échantillon de villes où, alors vraiment, donc, vous voyez un peu là, ce qu'on a. Et quand on le regarde par carte, c'est encore plus frappant. Alors, voilà certaines de nos cités régionales qui sont codifiées en jaune, en orange, rouge ou vert. Et quand on le regarde pour Montréal, vous voyez l'espèce de phénomène que je vous expliquais où on a les couronnes qui sont vraiment en vert et la concentration, évidemment, de répondants qui vivent cette situation de vulnérabilité, donc du cumul de pauvreté économique et de pauvreté sociale, beaucoup dans les quartiers centraux de Montréal. Donc, on le voit que c'est assez frappant sur la carte. Alors, on n'est pas les premiers là, à s'intéresser à cette question, disons, intersectorielle de la précarité, des inégalités sociales. L'OMS, en 2019, a déposé un rapport qui est assez important dans la littérature, qui vient un peu, je dirais, identifier les différents secteurs qui doivent être pris en considération lorsque le législateur ou évidemment les gouvernements s'intéressent ou veulent mettre en place des plans pour évidemment de lutte à l'exclusion. Alors, ces phénomènes, évidemment, nous, on s'intéressait à la sécurité du revenu puis au capital humain et même l'OMS identifie la littératie comme l'une de ces composantes du capital humain, mais il y a également d'autres éléments à considérer comme, évidemment, l'état de santé, l'emploi, les conditions de travail des différents répondants pour vraiment comprendre ce phénomène de la grande vulnérabilité. Ensuite, on s'est posé la question, mais si on voulait vraiment aider nos 400 000 répondants qui vivent ce double enjeu, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc là, on a voulu vraiment se concentrer sur une partie d'entre eux, c'est-à-dire les 20 à 59 ans, sans contrainte à l'emploi, donc qui sont en pleine santé, qui n'ont pas d'enjeu de santé.
Et donc, quand on concentre ce focus, quand on fait un point de mire sur cet échantillon-là, là, c'est 175 000, donc 176 281 répondants, individus qu'on pourrait aider, qui sont donc dans cette situation de double pauvreté, donc pauvreté économique et pauvreté sociale, qu'on pourrait arriver à aider si, évidemment, il y avait donc c'est ce qu'on propose, une espèce de programme ou d'une approche duale qui, à la fois, aide les ménages et les individus à atteindre, en matière de revenus, la MPC, mais en même temps, de joindre cette aide financière à des programmes de mise à niveau des compétences de base qui, par la suite, pourraient mener l'individu à d'autres programmes de formation, de requalification professionnelle pour aider, évidemment, à s'en sortir une fois pour toutes. Parce que, comme je disais, c'est ce phénomène de trappe de pauvreté qui est vraiment documenté. Et donc, sans une aide externe multifacette, comme vient de le décrire l'OMS, c'est difficile de mettre en place des mesures qui sont vraiment articulées, qui amènent un résultat tangible. Et donc, l'impact économique, si on avait donc à sortir ces 176 281 individus de cette situation de grande vulnérabilité, on l'avait calculé préalablement dans Alpha Réussite 1. Donc, si on se concentrait à aider ces gens-là, mais c'est 1 milliard, donc c'est quand même assez important comme impact économique. C'est 1 milliard d'impact récurrent sur le PIB québécois qu'on aurait, parce qu'évidemment, ces gens-là verraient leur employabilité, leur expérience salariale grimper en flèche de par, évidemment, la maîtrise de nouvelles compétences et de nouvelles formations professionnelles. Alors voilà, ça fait le tour un peu de ce qu'on a réussi à compiler comme indice et à vous présenter aujourd'hui. Et donc, je remets la balle à Mme Desjardins. Merci beaucoup, Pierre. Juste pour résumer un petit peu par rapport à ce qui s'était fait lors de notre dernier webinaire au mois d'octobre dernier. En fait, Pierre, vous aviez présenté un portrait régional des enjeux de littératie. C'était à l'époque un portrait MRC par MRC. Mais ce que vous avez fait, donc, cette fois-ci, vous avez en fait circonscrit votre recherche. Vous avez placé, je dirais, votre loupe grossissante sur certains milieux de vie dans les grandes villes qui présentent des indices donc, de grande vulnérabilité en regard de la littératie, identifier ce qu'on appelle des noyaux durs de vulnérabilité. Alors, avant d'introduire nos panélistes, parce qu'on va partir là-dessus, la discussion, je veux juste rappeler aux gens qui nous écoutent, si vous avez des questions pour les panélistes, en rapport aussi à l'étude que Pierre vient de nous présenter, je vous invite à les inscrire dans le chat au fur et à mesure que vous avez vos questions, parce que à la fin de l'événement, on réserve une période pour vous pour répondre à vos questions. D'ailleurs, j'ai vu que les internautes avaient déjà commencé à poser des questions. On va y revenir un peu plus tard. Alors, je vous présente nos panélistes. D'abord, Carl Blackburn, qui est président du Conseil du patronat du Québec. Carl, bonjour d'abord. Bon matin, Esther. Le Conseil du patronat qui représente les intérêts de quelques 70 000 employeurs de toute taille, de tous les domaines et de toutes les régions du Québec. Merci, Carl, d'être avec nous. Charles Milliard, qui, lui, est PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, un réseau qui regroupe 130 chambres de commerce au Québec et quelques 1100 membres corporatifs. Bonjour, Charles. Bienvenue avec nous. Bon. Et Audrey Murray, qui est présidente de la Commission des partenaires du marché du travail, qui est une instance nationale de concertation qui contribue à l'élaboration des politiques gouvernementales dans les domaines de la main-d'œuvre et de l'emploi. Alors, Audrey, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour, Esther. Bon, et je vous mentionne que M. Huberdeau, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation de l'alphabétisation, va aussi se joindre à la discussion. Et le but de cette discussion, évidemment, c'est de recueillir vos réactions à ce que vous venez d'entendre, ce que Pierre vient de nous exposer comme situation, mais également aussi tenter de dégager, je dirais, des pistes de solutions. Alors, justement, puisqu'on parle de pistes de solutions, je commence avec Carl Blackburn. Carl, dans son étude, Pierre Langlois nous parle donc de l'importance de promouvoir une approche multifacette, c'est-à-dire qui réunit des programmes de requalification des compétences de base et de soutien financier pour venir en aide à ce noyau dur de la population qui vit des problématiques de littératie et de revenus. Pierre dit « Seule une aide externe peut sortir ce noyau dur. » Bon, Pierre parle
trappe de la pauvreté. Alors, je vous demande, Carl Blackburn, grand patron du Conseil du patronat, quel rôle les employeurs peuvent jouer dans la mise en place des solutions qui visent justement cette partie de la population, le fameux 176 000, là, qui est sans contrainte à l'emploi. Mais également, je demanderais aussi ceux qui sont inclus dans le 53 % des Québécois qui éprouvent des enjeux de littératie. Alors, Carl, on vous écoute. D'abord, bon matin Esther, bon matin vous tous et toutes d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, le constat qu'on vient d'avoir avec Pierre, c'est un constat qui est extrêmement préoccupant. On parle beaucoup de croissance économique, on parle beaucoup de productivité, de services publics, de société générale, je dirais, en croissance. Malheureusement, les constats que Pierre nous font ont un impact sur la productivité de nos entreprises au Québec et la croissance de notre productivité passe indéniablement par un haussement des compétences de base, y compris la littératie. Et dans un contexte où la population est plus vieillissante, encore une fois, les statistiques l'ont démontré la semaine dernière, aujourd'hui, une personne sur 5 a 65 ans et plus, et dans 10 ans, ça sera 1 sur 4. Alors, vous comprendrez que le défi est colossal au Québec pour être capable d'augmenter cette productivité en rehaussant les compétences. D'abord, qu'est-ce que les employeurs peuvent faire, Esther? Les employeurs veulent participer à l'effort collectif de rehausser les compétences et la littératie de nos travailleurs. On le sait que dans un contexte où il y a une meilleure formation, une meilleure littératie, de meilleures compétences, c'est une société qui s'enrichit collectivement et individuellement. Pourquoi? Parce que les travailleurs vont avoir des meilleures conditions, vont avoir des meilleures compétences qui seront rémunérées à leur juste valeur. Et comment on peut arriver à faire ça? Comme je l'ai mentionné, les employeurs ont tout à gagner à participer au processus de rehaussement des compétences. Les employeurs sont prêts à apporter une contribution de formation et de rehaussement de compétences à l'intérieur même de leur organisation. On le comprend, la pression qui est mise actuellement en lien avec la pénurie de main-d'œuvre sur les organisations et les travailleurs fait en sorte que c'est difficile de trouver des moments pour être capable de s'approprier ou de se prioriser au niveau de la formation. Les employeurs sont prêts à apporter leur contribution à ce niveau-là. La formation en entreprise, Esther, fait partie de la solution. Si on n'est pas capable de permettre aux entreprises d'utiliser leurs installations, d'utiliser leurs bâtiments, leurs lieux de travail, on va passer à côté de la cible. Alors, les entreprises, les employeurs veulent participer à l'effort en rendant disponibles, je dirais, leurs équipements, leurs immobilisations. Et il est important qu'on puisse rehausser ces compétences. Et en même temps, peut-être en dernier point, en lien avec cet aspect, il faut considérer non pas seulement les entreprises ou les employeurs, mais tout le monde comme étant des collaborateurs pour rallier toutes les sphères de la société. Les employeurs peuvent jouer un rôle important en lien avec cette mobilisation des acteurs de la société. Et encore une fois, le constat est très préoccupant. Et lorsque j'entends, moi, qu'on a une différence importante de littératie avec l'Ontario, on aime souvent se comparer à l'Ontario, alors faisons-le sur toutes les facettes. Si on avait le même taux de littératie que l'Ontario, l'impact sur le PIB, c'est 4,9 milliards de dollars que ça représente pour le Québec. Alors, je pense qu'on a tous intérêt à s'y attaquer rapidement et concrètement et avec les efforts soutenus qui doivent être mis en place pour y arriver. Carl Blackburn, donc vous parlez d'un constat qui est préoccupant et à la lumière de ce que vous nous dites, les employeurs veulent participer à l'effort collectif pour sortir ce noyau dur de la spirale de la vulnérabilité, je dirais. Bon, on va y revenir dans un instant. Je me tourne maintenant vers Charles Milliard. Charles de la Fédération des chambres de commerce. Bon, l'étude de Pierre dévoile qu'en aidant les personnes qui sont visées par cet indice de grande vulnérabilité à sortir de ce cycle de précarité, ce serait possible d'injecter 1 milliard de dollars dans le PIB du Québec. Donc, vraiment, M. Huberdeau le mentionnait également d'entrée de jeu tout à l'heure. On est en pleine relance économique post-pandémique au Québec. Comment vous réagissez à cette donnée-là du PIB du Québec qui se prive de 1 milliard dans son PIB? Alors, merci beaucoup, Esther, pour la question. Merci à la Fondation pour l'invitation. Puis merci aussi d'avoir sorti cette étude-là. Je salue aussi le travail de Pierre Langlois parce que
on le sait, là, c'est cliché de le dire, mais c'est encore vrai ce matin, tout ce qui se mesure s'améliore. Alors, de pouvoir prendre la mesure de cet état de vulnérabilité-là qu'on a au Québec, je pense que c'est important. Sur la question de se priver d'1 milliard, alors Esther, je vous annonce que ça ne nous intéresse pas de se priver d'1 milliard. Alors, bien sûr qu'on serait intéressant. Il y a une question d'opportunité économique, mais bien avant ça, il y a une question de devoir social et de devoir citoyen, je pense, d'améliorer la situation qu'on a et qui est illustrée ce matin. Le développement des régions du Québec, il passe par plusieurs choses. Je ne pense pas que ce matin, on a appris, je pense que personne n'a appris ce matin qu'il y avait des disparités au Québec, il y a des disparités à Montréal, mais il y a des disparités entre les régions aussi. J'ai la chance, là, depuis que la pandémie s'est calmée, de me promener un peu partout au Québec. J'ai visité plusieurs des villes où on mentionne justement des taux qui dépassent les 10 % et malheureusement, il y a une corrélation aussi sur le manque de main-d'œuvre dans ces régions-là. Alors, la pleine participation de tous les Québécois qui le peuvent au marché du travail, au développement socio-économique du Québec, c'est ça la solution. Et pour y arriver, pour ramener, si on veut, ces 176 000, je le nomme le chiffre au complet parce qu'on les veut tous, 176 281 personnes qui n'ont pas de contraintes à l'emploi et qui pourraient jouer un rôle plus grand au Québec, on a besoin de faire de la hausse des compétences de base une priorité nationale. Une priorité nationale, ce n'est pas juste un programme du gouvernement, c'est une responsabilité partagée entre le gouvernement, entre les milieux socio-communautaires puis entre les entreprises. Carl a fait la bonne démonstration du rôle que les employeurs sont prêts à jouer. C'est un devoir qui est important, puis ça passe par créer des conditions favorables pour réussir à apprendre tout en travaillant. Et ça passe par, entre autres, des mesures, si on veut, pour favoriser la persévérance scolaire. Donc, oui, à augmenter les compétences de base, la littératie, mais il y a beaucoup de choses aussi dans le processus de requalification qu'on doit valoriser. Et les employeurs, et ils ne l'ont pas toujours fait, disons-le entre nous, doivent travailler davantage à rendre normal le fait d'aller à l'école toute sa vie. Alors, avant, on avait des gens qui retournaient à l'université à 30, 35, 40, 50 ans. Puis parfois, certaines mauvaises langues trouvaient ça bizarre, ou disaient « Ah, il a manqué son coup » ou finalement, il veut faire d'autres choses. Alors que maintenant, on doit reconnaître que d'acquérir des compétences toute sa vie, à quelque niveau d'enseignement que ce soit, c'est normal. Alors, nous, entre autres, à la Fédération, on a lancé un processus qu'on appelle la Charte de la persévérance scolaire. On invite les employeurs à signer cette charte-là qui comprend 5 règlements qu'on s'engage à suivre quand on la signe, où on crée des conditions de réussite pour nos employés qui décident de rester à l'école et de continuer à apprendre tout au long de leur carrière au sein de l'organisation. Alors, j'espère vraiment que cette étude-là va faire grand bruit parce qu'elle réussit à imager la réalité. Alors oui, des chiffres, souvent, c'est un peu sec, mais quand on regarde qu'est-ce que ça image comme carte du Québec, je trouve que ça envoie un signal positif de tout le travail qu'on a à faire encore. Et moi, je conclus, Esther, en disant qu'il ne faut pas prendre pour acquis, et moi, je trouve ça très beau de voir des organisations comme le Conseil du patronat, comme la Fédération des chambres de commerce, qui prennent parole sur des sujets qui sortent des indicateurs seulement de productivité ou de profitabilité. Souvent, on nous accole cette étiquette-là de ne s'intéresser qu'au profit. Moi, je trouve que le milieu des employeurs change de façon majeure depuis quelques années. On fait partie de plusieurs collectifs, entre autres le G15+, où on se préoccupe du développement de l'environnement, du développement communautaire au Québec. Alors, cette impression-là qu'on doit travailler sur l'ensemble du développement du Québec, je pense que ça prend racine dans des rencontres comme ce matin. Alors, merci de l'invitation. Merci, Charles. On comprend donc que pour la Fédération des chambres de commerce, ça ne nous intéresse pas de se priver d'1 milliard. La Fédération n'est pas intéressée à se priver d'1 milliard de dollars dans le PIB du Québec. Et on voit là, évidemment, une opportunité économique. On va y revenir tout à l'heure. Je me tourne maintenant vers Audrey de la Commission des partenaires du marché du travail. Audrey, dans la même veine, comment vous voyez qu'on peut inciter de votre côté les différents acteurs du marché de l'emploi afin de déployer un effort collectif? Est-ce que vous y voyez aussi une opportunité dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre comme on vit actuellement au Québec, mais partout, un peu partout au Canada et dans le monde? Merci, Esther. Bien, écoutez, d'abord, moi aussi, je veux saluer l'étude et puis le fait de nous donner une cartographie avec des chiffres de la proportion de ces personnes qui se retrouvent sur le territoire. C'est fort utile quand on veut faire des
bonnes politiques publiques. Moi, c'est mon travail avec mes partenaires, puis avec les représentants gouvernementaux, d'essayer de faire en sorte que nos mesures soient ajustées et adaptées à la réalité du terrain. Donc, je pense que c'est une contribution significative. Et bien sûr que les enjeux littératie, et j'oserais dire numératie et même de littératie numérique, deviennent des zones de précarité si on ne s'en occupe pas sur le plan social correctement. Puis, bien sûr qu'il y a un défi à bien le faire. Donc, si je me mettais aujourd'hui dans la peau de mes représentants du milieu communautaire qui siègent sur mes instances, eh bien, ils mettraient l'emphase probablement sur la nécessité d'avoir une approche holistique, globale, d'accompagnement de ces personnes-là, que ce soit dans un contexte où ils sont en emploi ou pas en emploi, parce qu'on peut retrouver, je pense, Pierre, des personnes qui sont en emploi ou non là, dans le bassin que tu nous as présenté tout à l'heure, les 176 000. Alors, bien sûr que la difficulté, je pense, c'est donc, parce que des programmes, il y en a de disponibles. Je dirais que même les programmes de mise à niveau en ce moment qui sont offerts par Service Québec ou par la CPMT, de mise à niveau en littératie, couvrent 100% des frais, des salaires. Donc, un employeur, par exemple, qui serait prêt à faire une telle mise à niveau avec ses employés demain matin, eh bien, évidemment qu'il doit dégager du temps, comme le disaient Charles et Carl, pour le permettre, mais les programmes gouvernementaux sont relativement généreux pour accompagner. Mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant pour convaincre les employeurs, convaincre la personne aussi? Parce qu'il y a dans les études de démontrer qu'il peut y avoir un défi de dignité pour les personnes, de s'identifier et de lever la main pour dire qu'elles ont des difficultés de lecture et ont besoin d'une formation de base. Donc, je pense que notre conversation aujourd'hui, si on veut aller un peu plus loin même que ce qu'on a fait dans le passé, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a des stratégies qui nous permettraient, parce qu'au Québec, en particulier depuis la pandémie, on a lancé des vastes programmes de requalification, de rehaussement de compétences. Et ce qu'on voit ailleurs, moi, qui m'intéresse, c'est, je pense qu'à chaque fois qu'on soutient d'un point de vue politique publique de la formation continue en entreprise auprès des individus, on devrait s'assurer en ce moment qu'on en profite pour avoir une approche intégrée de rehausser les compétences en littératie des gens. Il me semble qu'il faut bien sûr continuer de travailler de façon spécifique sur cet enjeu-là, et il faut trouver une manière de l'intégrer pour qu'à chaque fois qu'une entreprise reçoit du financement du gouvernement, elle soit invitée et que les individus qui y participent donc à faire des gains dans le score de tout le monde là, sur la question de la littératie. Donc, pour démarrer notre échange, c'est ce que je voulais mettre au jeu, Esther. Merci beaucoup, Audrey. Donc, vous dites des programmes gouvernementaux, il y en a, mais est-ce que c'est suffisant pour convaincre les employeurs? Avant de faire réagir justement Carl Blackburn là-dessus, Monsieur Huberdeau, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit pour le moment? Bien, merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'est extrêmement intéressant. Ce que la pandémie a mis en lumière, c'est différents phénomènes, et je pense que nous allons faire face à beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Ce qui nous fait très peur, nous, à la Fondation, c'est le phénomène du décrochage scolaire, qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'avec la pandémie, ça a augmenté ce décrochage scolaire-là. On n'a pas encore les statistiques de la dernière année, mais ça nous fait très peur. L'autre chose aussi, c'est un autre phénomène auquel on a fait mention tantôt, c'est que de plus en plus dans les entreprises au Québec, les petites, les moyennes entreprises au Québec, on est en train d'informatiser les processus de production. Alors, quelqu'un qui a de la difficulté au niveau de la littératie va avoir énormément de difficultés à s'intégrer dans ces nouveaux processus de production, de sorte qu'il y a quelques mois, quelques années, c'était quelqu'un d'extrêmement compétent, mais comme il a de la difficulté à intégrer les différentes données qui nous arrivent des machines, ils ne sont pas capables de les calibrer, pas capables de les mettre en fonction, bien, du jour au lendemain, cette personne-là qui était très productive, qui rapportait à la société, bien, devient à ce moment-là complètement dépassée. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est une augmentation je dirais, de la vitesse d'introduction de ces nouvelles machines dans les cycles de production qui fait en sorte que ça met beaucoup de pression sur ces personnes. Bien, Carl Blackburn, justement, là-dessus, vous nous disiez que les employeurs veulent participer à l'effort collectif en offrant de meilleures formations en entreprise. Comment, concrètement, ça pourrait être fait?
En aménageant des horaires, par exemple, atypiques qui vont permettre à des travailleurs, en fonction de leur quart de travail, de participer au processus de formation, de rehaussement de leurs compétences en littératie à l'intérieur même des murs de l'organisation. Parce qu'il est clair, Esther, que dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, malheureusement, cette pression qui est exercée sur le milieu du travail fait en sorte que les entreprises, comme les travailleurs, sont concentrés sur la raison première de leur existence, c'est-à-dire la survie de leur organisation ou la survie de son travail. Donc, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, comment peut-on utiliser l'environnement économique à notre disposition pour atteindre les objectifs qu'on poursuit? Et je pense qu'on se doit de se fixer ces objectifs-là collectivement. Moi, ça me jette en bas de ma chaise à chaque fois que j'entends ce constat. Une personne sur deux au Québec, Esther, ne comprend pas ce qu'il lit. Et ça, c'est triste. Et dans un contexte de croissance économique, dans un contexte où on veut que notre société n'en fasse davantage, tout d'abord, nous devons prendre conscience de cette situation qui, malheureusement, freine ou brise la réalité économique individuelle et collectivement, et on n'atteint pas les objectifs qu'on voudrait atteindre. Alors, les entreprises peuvent le faire à l'intérieur de leur mur, à l'intérieur de leur organisation, en aménagement des espaces qui vont permettre justement de rehausser cette formation ou de rehausser ses compétences, mais en même temps, on ne doit pas perdre de vue que la pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment un problème qui freine les aspirations des entreprises et des employeurs au Québec actuellement et même les aspirations des travailleurs. Oui, parce qu'effectivement, les employeurs doivent composer avec cette pénurie de main-d'œuvre et ça peut freiner effectivement le développement des compétences. Je m'excuse, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Bon, Charles, je reviens à vous parce que lors de votre présentation, il y a un instant, vous nous parliez du besoin de faire de la hausse des compétences de base une priorité nationale. Alors, comment on fait ça? Qu'est-ce que vous recommandez à cet égard? Vaste question. Oui. Premièrement, je voudrais peut-être, là, premièrement, programme. je voudrais remercier les gens qui commandent dans le chat. S'il y avait autant d'interactions dans tous les webinaires à lesquels j'assiste, ça serait encore plus intéressant. Donc, vraiment, je vous remercie. J'ai pris quelques notes. Il y a quelqu'un qui mentionnait que la persévérance scolaire, ce n'est pas la panacée. Alors, bien entendu, mais c'est un peu comme la question de la pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a pas une solution miracle. Je ne pense pas que je vous apprends ça ce matin, mais c'est une somme de petites solutions qui va finir par faire la différence. Et pour les gens qui sont en emploi et qui veulent bonifier leur formation, une valorisation de la persévérance scolaire par l'employeur, c'est une des solutions pour ces gens-là. Sur la question du financement des services, donc on mentionnait, est-ce que le financement des services devrait être haussé? Bien, écoutez, moi, c'est certain, je suis certain que Carl est du même avis que moi, on n'est pas contre ça. Et l'étude en ce moment, elle illustre, j'aimais bien l'appellation que Pierre a donnée d'une tempête sociale parfaite, parce que malheureusement, c'est un peu ce que c'est. Mais en même temps, il y a peut-être aussi une tempête politique parfaite en ce moment pour mettre ce dossier-là sur le dessus de la pile. La raison, c'est que tout le monde a intérêt, que ce soit des intérêts louables ou pas, à ce que la situation s'améliore. Et on est aussi dans une année électorale. Alors, qui dit année électorale dit une occasion de demander aux gens qui veulent nous diriger qu'est-ce qu'ils entendent faire avec les grands problèmes de la société qu'on a. Alors, moi, je pense que de mettre ce dossier-là comme priorité nationale, bon, c'est une appellation que je lance ce matin, c'est certainement quelque chose qui va trouver écho dans plusieurs partis politiques. Puis, je voyais aussi quelqu'un mentionner les employeurs sont difficiles à rejoindre. Donc, on est des organisations qui veulent favoriser l'alphabétisation. Alors, au point de Carl, effectivement que les entreprises, plusieurs sont en mode survie, alors peut-être ne retournent pas leurs appels aussi rapidement qu'ils devraient le faire. Mais ceci étant dit, je pense que c'est le rôle d'associations comme le CPQ et nous de favoriser ce maillage-là. Donc, si jamais il y a des gens sur la ligne qui voient des opportunités pour lesquelles on pourrait les aider, il faut favoriser cette collaboration-là parce qu'effectivement, si les gens qui ont les solutions n'ont pas du temps de qualité à présenter aux employeurs, bien évidemment, on n'y arrivera pas. Alors, je suis d'accord avec ça. Audrey, juste pour conclure là-dessus, après, je vais partir le bal des questions pour rebondir sur ce que Charles vient de dire. Bien, en fait, ce qui me frappe, c'est que la mobilisation des réseaux d'employeurs comme ceux que représentent Carl et Charles sont très importants parce que, je le disais tout à l'heure, le contexte qui traverse le monde de l'emploi, la transition démographique, numérique, verte, va mettre plus de pression encore sur ces gens qui ont des difficultés en littératie parce que ça occasionne énormément de changements
et on l'a documenté partout, les compétences vont être de plus en plus sollicitées, en particulier ces compétences non techniques. Fait que ça, on est sur un enjeu qui est très important. Donc, et on a besoin que les employeurs se mobilisent. Pourquoi? Parce que historiquement, même quand il n'y avait pas de crise démographique, et donc il y avait peut-être plus de temps pour former les gens, ce n'était pas nécessairement au rendez-vous non plus dans les entreprises. Donc, on a vraiment un double défi parce qu'on doit développer une culture de formation continue en entreprise dans un contexte de grande pression. Donc, à mon avis, il faut en faire une opportunité. Et comme je disais tout à l'heure, il faut aussi se préoccuper des conditions gagnantes pour les personnes. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur différents profils. Hein. Je veux dire, dépendamment des gens à qui on s'adresse, si on appartient à des groupes de femmes, personnes autochtones, personnes handicapées, on va avoir des particularités. Donc, ça relaie automatiquement, une fois qu'on a convaincu des entreprises et des personnes, sur les stratégies d'accompagnement et bien sûr qu'il y a des programmes appropriés pour les soutenir. Je le disais tout à l'heure, mon intuition première, bien qu'il peut y avoir des défis autres autour du logement ou différents facteurs, mais les programmes en tant que tels gouvernementaux sur les questions de littératie sont très généreux en ce moment. Donc, je pense qu'il y a plus un travail d'écosystème à faire. Puis là, la vue régionale, territoriale me semble très intéressante. Moi, j'ai des conseils régionaux de partenaires du marché du travail avec qui je travaille à travers le Québec, à qui on va présenter ces données pour les amener à regarder quel type d'action ils pourraient prioriser sur le territoire. Si je pouvais me permettre un petit commentaire, Esther, en appui et en ajout de ce qui vient d'être dit, les individus doivent comprendre qu'une meilleure maîtrise du français, c'est avoir un meilleur emploi et une meilleure qualité de vie. Comme je le mentionnais tout à l'heure, on peut rehausser notre qualité de vie individuellement, mais également collectivement. Et d'ailleurs, en maîtrisant mieux le français, on accède également à toutes les opportunités que génère la francophonie économique. Après tout, la francophonie, c'est la troisième langue d'affaires dans le monde. Et j'aimerais peut-être conclure avant la période des questions, Esther. Il faut présenter comme des opportunités. Je pense que le contexte dans lequel on se retrouve aujourd'hui, il faut vraiment l'aborder sous une opportunité. Comment peut-on arriver collectivement à faire de ce défi majeur une opportunité pour notre société? Puis l'objectif, ce n'est pas de stigmatiser les gens qui, malheureusement, ont des difficultés de littératie, mais c'est de pouvoir les aider et les accompagner selon leur niveau de maîtrise du français à aller encore plus loin. Je pense que c'est ce qu'on doit retenir de la discussion qu'on fait ce matin autour de ce constat qui est dur, mais ce défi qui est non insurmontable. Opportunité, donc, au moment où on se sort justement de la pandémie. On va aller à la période des questions parce que vraiment, je vois dans le chat que les gens sont très actifs. Première question pour Pierre Langlois. Pierre, en fait, il y a plusieurs personnes dans le chat qui se posent la question sur l'écart entre le niveau de littératie au Québec et en Ontario. Qu'est-ce qui explique cet écart? Il y a plusieurs facteurs, mais je dirais que le principal est l'écart du décrochage scolaire. Donc, l'Ontario fait mieux que le Québec en matière de diplomation secondaire. Bon, évidemment, on verra avec la pandémie comment cet écart-là s'est résorbé ou s'est accentué. Il y a eu beaucoup de volatilité sur la question de la diplomation secondaire, mais le principal explicatif, c'est celui du décrochage scolaire. Ensuite, il y a toute une perspective historique, on le disait tantôt au niveau des aînés. Il y a toute une question de l'histoire nationale de l'éducation au Québec qu'il faut comprendre. Il faut remonter aux origines du rapport parent pour comprendre d'où on part au Québec. Donc, il y avait un écart, je dirais, historique, et il y a cet écart qui se concrétise aussi avec le décrochage scolaire. Autre question, elle est pour Charles Milliard. Comment les organismes communautaires peuvent aider ou proposer leur aide aux entreprises? C'est une question très concrète. Oui, bien en fait, comme je mentionnais tout à l'heure, je pense que c'est le rôle des associations quand on s'adresse, nous, au gouvernement ou aux différents intervenants. On a cet esprit de collégialité-là, de représenter plusieurs secteurs d'activité, plusieurs régions du Québec en même temps. Alors, la réponse rapide, c'est de faire appel à des associations comme le CPQ ou la FCCQ pour qu'on puisse rassembler ces gens-là. Évidemment, le réseau de chambres de commerce a un avantage intéressant d'être physiquement présent dans toutes les régions du Québec. Et ce sont souvent des entreprises qui sont membres du réseau de chambres de commerce. Alors, évidemment, ça nous fera plaisir. Et je sais que ça peut être frustrant pour certains organismes
d'être convaincu à juste titre d'avoir la solution et de ne pas avoir, encore une fois, tant de qualité. Mais moi, ça me fait plaisir là, que si on peut jouer un rôle de facilitateur, de catalyseur, de le faire ce matin. On est ici pour ça ce matin. Oui, c'est ça. Bien, M. Huberdeau, parce que Charles parle des différents organismes, la Fédération, le Conseil du patronat, mais comment des organismes comme la Fondation de l'alphabétisation peut aider les gens à se sortir de cette précarité économique, sociale et économique-là également, du côté de la Fondation? Je pense aussi qu'effectivement, la Fondation a déjà des services. Je pense à nos lignes téléphoniques Info Alpha et Info Apprendre, qui sont des lignes qui permettent, quand les gens nous rejoignent, bien, nous, on est capable de les diriger vers les bonnes personnes, les bons groupes, que ce soit des commissions scolaires, que ce soit des groupes communautaires en région. Mais ça vaut aussi pour les entreprises, parce que lorsque vous êtes un chef d'entreprise et que vous constatez effectivement que chez vous, il y a une problématique liée à l'alphabétisation, bien, souvent, on ne sait pas tellement quoi faire. Alors, appelez à la Fondation, on va vous diriger vers les bonnes personnes et les bons groupes pour vous aider à passer à travers cette problématique-là. Oui. Est-ce qu'il y a des freins pour les gens à faire appel à des organismes comme la Fondation ou au contraire, il y a des incitatifs? Ben, je ne pense pas qu'il y a des freins. Il s'agit d'en être conscient. C'est-à-dire que quand on a des problèmes au niveau de l'alphabétisation, ce n'est pas des choses qu'on rend publiques facilement, surtout lorsqu'on est un individu vivant dans un milieu socio-économique un peu plus difficile. Je pense que la Fondation, on est ouvert à tous et à toutes à cet égard-là. Et depuis 30 ans qu'on donne ces services-là, je pense qu'ils sont très appréciés. D'ailleurs, on constate qu'avec la pandémie, nos lignes téléphoniques ont explosé de demandes de gens qui étaient malheureusement isolés à cause des contraintes liées à la pandémie. Oui, ça parle beaucoup quand même que les lignes téléphoniques ont explosé pendant la pandémie. Audrey, est-ce que vous pensez qu'on devrait renforcer la prévention? Est-ce que les employeurs pourraient jouer un rôle en matière de prévention? Et en fait, je le disais tout à l'heure, moi, je regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde. Je regarde aussi des projets pilotes qu'on mène ici. Je suis assez convaincue qu'on doit avoir une approche intégrée de formation continue qui fait que pour une entreprise, ça peut paraître plus évident parfois de bâtir une formation pour opérer un robot ou pour préparer ses équipes de gestion à un changement, mais peut-être faut-il intégrer à cette approche de formation désormais le fait de rehausser les compétences en littératie. On le disait tout à l'heure, là, on focus sur un certain bassin. Je pense que c'est important de le faire sur le territoire, mais les enjeux de littératie au Québec, ils touchent 46 % de la population active et c'est quelque chose qu'on n'a jamais acquis. Hein. On sait qu'on perd nos compétences si on ne les exerce pas. Donc, on peut augmenter notre score au niveau de la diplomation en amont. Nécessairement, ça va nous aider. Mais par la suite, il faut être, on l'a dit tout à l'heure, dans une démarche d'exercice de ces compétences-là, sinon elles vont se dégrader. Alors, moi, Esther, je milite vraiment pour faire en sorte, comme je disais, le gouvernement du Québec, là, il investit près d'1 milliard par année là, en formation continue pour les individus en requalification ou auprès des entreprises. Donc, est-ce qu'on investit bien? Est-ce qu'on pourrait s'assurer d'intégrer dans cette approche le fait de rehausser systématiquement les compétences en littératie-numératie? Et peut-être un dernier élément, on voit à Londres, en Angleterre, ils se sont même dotés d'une loi pour le faire, mais donc on sait qu'on a une mise à niveau en littératie numérique à faire, hein, qui est très, très importante. Et pourquoi pas aussi profiter de cette approche-là pour mettre à niveau les compétences en littératie-numératie, parfois au niveau de la dignité, au niveau de l'approche de formation qui est disponible, de la motivation qu'on peut trouver chez les entreprises pour qui peut-être ce sera plus évident le gain à faire en formant en littératie numérique, eh bien, on pourrait à ce moment-là faire une grande corvée, comme dit le ministre Boulay, puis arriver à rehausser de façon significative et intensive là, les compétences en littératie. Il y a un dernier point, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants des réseaux de formation professionnels là, au Québec là, qui sont avec nous. Puis je pense qu'il faut aussi additionner dans nos conditions de succès les stratégies de formation qu'on veut mettre de l'avant. Quel parcours on souhaite offrir aux personnes qui sont intéressées, aux entreprises qui seraient convaincues, soit dans un contexte spécifique de rehaussement ou dans un contexte de requalification plus large. Je pense que ça, c'est aussi un élément qu'on doit regarder là, pour bien performer.
Carl, il y a quelqu'un qui se demande s'il existe des outils pour les entrepreneurs pour identifier des lacunes de productivité qui sont causées par un problème de littératie. Est-ce que les entrepreneurs sont outillés pour ça? D'abord, il y a des entreprises qui ne font pas des investissements parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre qualifiée nécessairement pour être capables de les accompagner. Je pense que c'est Pierre tout à l'heure qui mentionnait que la technologie ou le virage technologique des fois n'est pas atteint à la hauteur qu'on voudrait parce que malheureusement, il y a un problème de littératie. Alors, les entreprises ont les capacités de faire ce constat. Et à partir du constat, malheureusement, des fois, l'opportunité de faire des investissements est passée. Et je pense que ce qui est le plus important, Esther, de ce qu'on est en train de faire ce matin, c'est justement d'en parler. D'en parler ouvertement parce que malheureusement, je voyais dans les commentaires, il y a des gens qui associaient ça davantage. Le pauvre niveau de littératie était des fois un enjeu de pauvreté, de situations difficiles. Vous avez raison. Mais si on n'en parle pas, puis on continue d'ignorer ce fait-là et qu'on pense que c'est occasionnel ou c'est limité, bien, comme société, on ne sortira pas gagnant. Alors que Charles soit ici avec nous ce matin, que Audrey soit ici avec nous aujourd'hui, que moi je suis là avec M. Huberdeau, avec Pierre, avec vous, Esther, et les centaines de personnes qui sont avec nous, bien, c'est des centaines d'opportunités qui s'offrent à nous pour passer le message. On a un défi collectif. Charles parle d'un travail national. Effectivement, on doit prendre à bras-le-corps la situation du pauvre niveau de littératie au Québec et d'en faire un défi collectif avec succès. Comment on peut y arriver? Plus de formation, faire le constat, permettre aux entreprises de pouvoir jouer un rôle important dans cette capacité d'avoir davantage accès à de la formation en continu. Prendre le programme d'assurance chômage, par exemple, qui est un programme qui permet à des gens qui ont perdu leur emploi d'être un programme qui va valoriser la formation en continu. Il y a peut-être des opportunités qui s'offrent à nous qui ne sont pas nécessairement utilisées à leur plein essor. Et le défi auquel aussi on est confronté, Esther, c'est la pénurie de main-d'œuvre avec la croissance économique dans laquelle on s'inscrit peut favoriser un plus haut décrochage scolaire. Parce que malheureusement, à court terme, des jeunes vont avoir des opportunités d'avoir un meilleur salaire, mais à long terme, cette décision va être mauvaise pour eux. Alors, il faut absolument prioriser l'école du plus bon âge en donnant des exemples, en valorisant la formation continue et les employeurs sont prêts à jouer ce rôle, Esther. Oui. Charles, parce que je veux revenir avec vous sur l'impact sur le PIB. Bon, mais il y a des gens qui se demandent, est-ce qu'il y a des impacts sur d'autres aspects de la société? Est-ce qu'à travers la Fédération des chambres de commerce, vous pouvez, vous avez documenté l'impact possible des enjeux de littératie dans différents aspects de la société? Ça revient un peu à ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est en train de développer au Québec des nouveaux indicateurs pour voir à quel point on va bien ou pas au Québec. Alors oui, le PIB, c'est un bon indicateur, ça a servi pendant des décennies comme seul indicateur de la prospérité d'une nation. Mais maintenant, est-ce qu'on est capable d'éduquer nos gens? Est-ce qu'on est capable de leur offrir un niveau de vie convenable? Est-ce qu'on est capable d'avoir un environnement qui est plus sain? Est-ce qu'on est capable d'avoir une vie la plus équitable possible sur l'ensemble du territoire québécois? Donc, c'est ça qu'on est en train de documenter avec, entre autres, le G15+, à laquelle je faisais référence, et on ajoute cette donnée-là grâce à la Fondation ce matin. Donc, moi, j'ai bon espoir moi, je pense que l'aiguille est vraiment en train de bouger dans le discours public sur qu'est-ce que ça veut dire être prospère puis réussir au Québec. Ça va au-delà de la profitabilité. Bien sûr, c'est important. Là. Je ne suis pas en train de vouloir tourner le Québec en OBNL non plus. Là. Les employeurs prennent des risques, ils veulent avoir une récompense qui vient avec ça et c'est ça le modèle de la société. Mais en même temps, la conscience sociale et communautaire des employeurs, elle a vraiment changé dans les dernières années et c'est beau de le dire, mais je pense que dans les actions aussi, de plus en plus, on regarde aussi tous les éléments de responsabilité sociale des entreprises. Les entreprises mettent beaucoup d'efforts maintenant pour faire mieux connaître leurs efforts dans ce sens-là parce que ça aide aussi à la marque employeur et ça permet de mieux contribuer à la société. Alors moi, je suis vraiment confiant, mais c'est un travail de longue haleine. Alors malheureusement, on ne réglera pas ça ce matin, mais comme Carl l'a dit, de voir les forces vives du Québec en parler, comme dans tous les problèmes de la vie, en parler, c'est la première chose.
Oui. Le temps file, il va falloir conclure assez rapidement, mais j'ai une question pour Pierre avant d'aller à la conclusion avec M. Huberdeau. Pierre, il y a quelqu'un qui revient sur l'approche multifacette et qui demande qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Est-ce que qu'est-ce qui pourrait être mis en place rapidement? À la lumière de ce que vous venez d'entendre, avez-vous une suggestion assez rapide, justement, puisqu'il va falloir conclure bientôt? En lien avec l'étude, nous, on regarde vraiment la question de la sécurité du revenu, de la littératie. Audrey Murray faisait référence à des programmes qui existent déjà. Moi, je pense qu'il faut voir si ces programmes-là sont bien arrimés avec la réalité du terrain, s'ils sont assez généreux, tout dans un contexte d'inflation. Donc, quand on parle de MPC, il y a tout un débat là, sur est-ce que la MPC devrait être bonifiée ou non actuellement. Alors, c'est ça. Comment soutenir financièrement un individu ou un ménage dans une période de transition et à quelle hauteur on peut y arriver? Je pense que là, il y a certains éléments à vraiment évaluer. Parce que si on n'est pas capable de payer son loyer, si on a de la misère à payer l'épicerie, évidemment, on n'est pas dans un état pour réévaluer nos compétences de base, pour se lancer par la suite dans une formation professionnelle. Donc, c'est vraiment ça, je pense qu'il faut, dans un premier temps, vraiment comprendre, là, c'est quel est le degré d'implication que l'État peut mettre en place pour accompagner ces gens-là, évidemment, selon les particularités du territoire. Bon, merci Pierre. Monsieur Huberdeau, je vous laisse le mot de la fin. Un internaute se demande, des gens nous disent que les intervenants des différents milieux sont toujours estomaqués de voir l'ampleur que prennent les problèmes de littératie au Québec. Comment vous expliquez qu'on est encore surpris de voir l'ampleur du problème? En quelques... rapidement. Bien, je pense, si on peut dégager un consensus des discussions d'aujourd'hui, c'est que je pense qu'on se rend compte que c'est vraiment un problème de société. Et à cet égard-là, oui, ça va prendre des grands programmes nationaux, mais aussi des interventions locales. Lorsqu'on regarde les différentes municipalités qu'on a identifiées dans l'étude, on peut se rendre compte que, par exemple, si vous êtes maire d'une de ces municipalités-là, pourquoi ne pas réunir autour d'une même table des gens d'affaires, des gens des chambres de commerce, etc., et des groupes communautaires pour dire qu'est-ce qu'on fait spécifiquement dans notre région? Oui, il existe beaucoup de programmes. Malheureusement, beaucoup d'employeurs ne connaissent pas ces programmes-là. Il faut faire des efforts pour faire en sorte qu'ils connaissent ces programmes-là. Mais je pense qu'il va falloir que tout le monde se tienne par la main et puis qu'on essaie ensemble de régler ce problème de société qui est majeur au Québec. Merci beaucoup, M. Huberdeau. Merci à nos panélistes également, Carl Blackburn, Charles Milliard, Audrey Murray. Pierre Langlois, évidemment, merci, auteur de l'étude. Merci de cette présentation ce matin. Donc, c'est déjà le moment de conclure ce webinaire. Mon Dieu, la question, l'heure a passé vraiment très rapidement. Alors, on a discuté d'enjeux de littératie, évidemment, dans les grands centres urbains. On s'est intéressé aux situations de grande vulnérabilité dans plusieurs villes du Québec. Tout le monde y est allé de ces solutions pour briser ou pour tenter de briser, évidemment, le cycle de vulnérabilité, de pauvreté économique et sociale, en requalifiant le plus possible de personnes sur le marché du travail pour réintégrer, je dirais, un milieu du travail de qualité. Évidemment, c'est un problème majeur et ça vaut la peine de se pencher sur le phénomène, ce qu'on a fait ce matin. Quelques informations en terminant pour vous dire d'abord que vous allez pouvoir trouver l'étude de Pierre Langlois sur le site de la Fondation de l'alphabétisation. Vous pourrez également y trouver le contenu de ce webinaire qui va être mis en ligne sous peu. Donc, pour ceux et celles qui voudraient regarder le webinaire, la discussion qu'on vient d'avoir ce matin, ça sera en ligne sous peu sur le site de la Fondation. J'en profite en terminant pour rappeler quelques services de la Fondation de l'alphabétisation, entre autres Info Alpha, qui est un service d'écoute et de référence en alphabétisation et en formation de base dédié aux adultes qui éprouvent des difficultés en lecture et en écriture, de même qu'en calcul. Et autre service, Info Apprendre, qui est un service d'écoute et de référence qui soutient des milliers de Québécois de tous les âges et de tous les milieux dans leur volonté d'acquérir et de développer des compétences. Vous pouvez également suivre en tout temps les activités de la Fondation sur les réseaux sociaux et sur le site Internet. Alors voilà, merci encore tout le monde. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, les internautes, les gens qui étaient avec nous. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis Esther Bégin. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin et je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Plaisir partagé. Merci tout le monde.